Voilà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire de l'Observatoire latin de l'enfance et de la jeunesse. Il s'agit du 5e webinaire et dernier webinaire d'une série sur la participation de l'enfant. Et il sera consacré cette fois à la participation des jeunes enfants, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Joly, qui était déjà là au premier webinaire sur le modèle de Lundi. Marie-Pierre Joly est chargée de projet clinico-scientifique, ce qui signifie un trait d'union entre la recherche et la pratique, et elle nous vient de l'Institut universitaire des jeunes en difficulté du Québec. Nous avons pas mal de participants qui se sont inscrits, environ 75 personnes. Les personnes sont en train d'arriver, je le vois aussi en direct. Donc, je vous remercie aussi de votre participation. On a des personnes de tous les cantons de Suisse latine, certaines personnes d'organisations aussi nationales ou intercantonales et quelques invités aussi qui nous viennent hors de Suisse, notamment du Québec, de France, mais aussi d'Australie. Donc, voilà pour les aspects pratiques, comme pour les autres webinaires. Ce webinaire sera enregistré, enfin il est enregistré, il sera rediffusé ensuite sur notre canal YouTube et vous aurez la possibilité de le revisionner avec un lien qui sera sur notre site web. Pour l'organisation de cette heure qu'on va passer ensemble, Marie-Pierre Joly va faire une présentation elle va partager aussi une présentation PowerPoint. Durant environ 35 minutes. Il y aura ensuite une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, la possibilité de poser des questions. Pour cela, vous pouvez à tout moment pendant la présentation déjà déposer vos questions sur le chat. Donc c'est le petit rond, la petite bulle conversation que vous avez en haut de votre écran ou sur le côté selon les configurations. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre votre question sur le chat, ce sera aussi possible exceptionnellement de vous manifester en levant la main ou en ouvrant votre micro, auquel cas je vous donnerai la parole. Voilà pour les informations d'introduction, mais je vais m'arrêter là et passer directement la parole à Marie-Pierre. Merci et à tout à l'heure. Merci Liliane. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour venir. J'étais là au tout début de la saison des webinaires. Je reviens à la fin pour venir parler à nouveau de participation des jeunes, mais de parler de participation des tout petits. Aux décisions qui les concernent notamment. La présentation d'aujourd'hui va parler de comment on peut utiliser des médiums adaptés aux enfants, dans le fond, pour favoriser leur participation, peut-être arriver à mieux répondre à leurs besoins, à mieux les écouter, surtout dans le contexte de la protection de la jeunesse. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. On va pouvoir débuter la présentation. Alors, voilà. Alors, vous me faites signe s'il y a quelque chose qui cloche avec le partage d'écran, mais tout devrait fonctionner. On avait testé la technologie tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est un prétexte pour aborder euh, des outils cliniques qu'on a développés à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, qui sont des outils qui sont centrés sur la bibliothérapie. Donc, cette idée-là d'utiliser des albums jeunesse, la littérature jeunesse pour aborder des sujets sensibles avec les enfants. Alors, aujourd'hui, dans le fond, la présentation va avoir comme trois grandes parties. On va prendre le temps de définir de quoi on parle quand on parle de bibliothérapie. On va parler des bienfaits de cette approche-là, notamment pour soutenir la participation chez les petits. Je vais vous présenter les deux outils cliniques là, où il y avait des illustrations sur la page couverture, donc deux trousses cliniques
où au centre de ces trousses-là, il y a 2 albums jeunesse qui parlent de différentes réalités que vivent les tout-petits qui vivent un placement en contexte de protection de la jeunesse. Mais vous allez voir que même si on parle spécifiquement du placement chez les petits, il y a des principes qui vont pouvoir s'élargir à d'autres populations, à d'autres contextes. Donc, je pense qu'il y a quand même, vous allez quand même trouver votre compte si votre travail à vous n'est pas directement en lien avec cette clientèle-là. Et ensuite, ben, en troisième partie, je vais parler rapidement d'un projet qu'on a fait pour voir les retombées concrètes de cette méthode-là, là, de la perspective des intervenants. Qu'est-ce que ça apporte d'utiliser ces trousses cliniques-là avec les tout-petits? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de ça? Alors, d'abord, parlons bibliothérapie. Comment on peut définir ça? Cette partie-là de la présentation porte sur une recension des écrits qu'on a fait sur ce sujet-là, sur la bibliothérapie, ses avantages, comment elle est utilisée en contexte d'intervention auprès des jeunes. Et vous allez avoir à la fin du diaporama que vous allez recevoir, il y a un lien pour avoir accès à certaines ressources. Il y a 2 bulletins qui ont été écrits. Vous avez toute la richesse de la documentation, là, des écrits scientifiques qui ont été consultés pour produire le PowerPoint là, qui est assez épuré, mais si vous voulez aller plus en profondeur, vous allez pouvoir avoir accès aux références. Ben, le fondement de la bibliothérapie, c'est bien simple, hein, c'est la lecture, c'est bien fait, que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se passe quand on lit un livre avec un enfant? Ben, vraiment, c'est de prendre conscience que ce moment-là, c'est un moment précieux, un moment partagé qui va nourrir le lien, qui va favoriser entre l'adulte et l'enfant la réciprocité, la sensibilité, qui va stimuler la curiosité, l'imaginaire, permettre aussi naturellement aux jeunes d'explorer le monde, d'explorer leurs émotions et d'avoir des discussions sur différentes choses avec les adultes qui peuvent amener à réflexion, qui peuvent amener à favoriser le développement général, mais le développement du langage aussi, bien sûr. Partant de là, qu'est-ce qu'on rajoute de plus comme ingrédient quand on veut parler de bibliothérapie? De cette méthode-là plus précisément, bien, on parle d'une méthode qui utilise la lecture d'histoire pour aborder des réalités qui vont être complexes ou sensibles avec les enfants et les jeunes dans le cadre d'une discussion qui va être guidée par un adulte. Donc, ce qu'on rajoute, c'est vraiment des objectifs d'intervention, des objectifs cliniques un peu plus précis, qu'on va avoir une intention en tête comme adulte quand on va aborder ces choses-là avec les enfants. Donc, on va venir guider la discussion tout en respectant le rythme de l'enfant. Vous allez voir, hein, jamais forcer, laisser venir, mais pour atteindre certains objectifs un peu plus précis. C'est une méthode qui fait partie du courant de l'art-thérapie, puis il y a toutes sortes d'outils qui peuvent être utilisés. Là, ça peut être des albums jeunesse, ça peut être des bandes dessinées, des romans graphiques avec les plus vieux, parce que c'est une méthode qui fonctionne aussi très bien avec les adolescents. Donc, on peut varier des méthodes là, pour aller rejoindre les enfants dans leurs intérêts. C'est une méthode qui est jugée pertinente, notamment dans les contextes d'intervention sensibles au trauma. Euh, pour différentes raisons. La première raison qui est à l'écran ici, c'est cette idée-là que pour les jeunes et pour les plus jeunes, notamment aussi pour les jeunes qui ont vécu des parcours d'adversité un peu plus marqués, un peu plus difficiles, euh, ça peut être difficile de mettre des mots sur les états internes, de nommer, d'exprimer comment on se sent. Donc, ce défi-là s'est exacerbé, c'est sûr, c'est chez les plus jeunes, mais aussi chez les jeunes qui ont eu des parcours d'adversité un peu plus importants. Donc, il faut arriver dans nos interventions à venir dépasser le mode conversation. La deuxième grande raison pourquoi c'est utile et pertinent de passer par les albums jeunesse, par les histoires, euh, c'est le fait que, ben, parler de certains sujets sensibles avec ces jeunes-là qui ont vécu des traumas dans leur petite enfance, on parle de traumas complexes, on parle de traumas relationnels, cet univers-là. euh, Vous savez, ça vient vraiment modifier la manière dont les jeunes réagissent à ce qui se passe autour d'eux. Si on aborde des situations qui se rapprochent de difficultés qu'ils ont vécues, ben, ça peut un peu venir déclencher, si on veut, leur système d'alarme. D'une façon imagée, hein, c'est comme si ils vont se retrouver sur la défensive, ils vont vouloir, il y a des réflexes de protection, si on veut, qui vont se déployer là, si on aborde des sujets qui sont difficiles et qui rappellent des traumas du passé. Donc, passer par une histoire, si on veut, c'est un peu passer par la porte d'à côté pour aborder ces sujets-là qui sont plus difficiles. Donc, l'histoire va venir offrir un espace symbolique pour explorer, si on veut, les émotions qui vont être difficiles à travers des situations qui vont être extérieures à soi. Donc, on peut aborder ces thématiques-là plus en douceur.
Si vous êtes familier peut-être avec l'image du sac à dos qui est utilisé par quelques personnes, là, notamment chez nous, on a une chercheure qui est très, très investie dans les approches sensibles au trauma, qui est Delphine Coney-Vézina, qui utilise souvent cette image-là, l'image du sac à dos, euh, pour dire que le sac à dos de ces jeunes-là est rempli de beaucoup de choses. C'est souvent très lourd à porter, qui ont accumulé beaucoup de lourdeur dans ce sac à dos-là, dans leur cours, dans leur petit parcours de vie, dans leur courte trajectoire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller retirer, si on veut, du poids, aller retirer des roches du sac à dos sans déclencher le système d'alarme, puis en le faisant un peu plus en douceur avec des histoires, puis quelque chose qui va être adapté à leur niveau de compréhension. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une intervention en bibliothérapie? Bien, différentes choses, hein. On peut le voir linéaire, mais des fois, ça se promène selon les enfants, selon les situations. Euh, L'enfant va commencer par s'identifier aux personnages qui vont vivre des expériences qui sont comparables aux siennes. Il va pouvoir projeter son vécu sur l'histoire. Donc, voir, ben, tu sais, ce que le personnage vit dans l'histoire, c'est comme moi. Et ensuite, ben, tranquillement, il y a un mouvement un peu plus d'aller-retour qui va commencer à se faire. Il va pouvoir transposer l'enfant des apprentissages du récit à sa propre vie, envisager peut-être des nouvelles stratégies pour faire face à une nouvelle stratégie d'adaptation dans la situation. Et bien, peu à peu, ce que ça permet à l'enfant aussi, et ça, c'est particulièrement important, je pense, c'est que ça permet à cet enfant-là de voir qu'il n'est pas seul. Euh, Dans les histoires qu'on raconte, que je vais vous raconter aujourd'hui, les histoires que je vais vous présenter, euh, entre autres, les enfants disent parfois, ah ben, tu sais, si c'est dans un livre, ça doit être parce que je suis pas tout seul. Les enfants, des fois, vivent un grand sentiment d'isolement par rapport à des situations qu'ils vivent, le fait d'être placé dans une famille d'accueil, par exemple, le fait de ne pas pouvoir voir son parent d'une manière libre, de devoir toujours être accompagné par un adulte parce qu'il y a des risques à gérer. Ce genre de situations-là qui sont complexes, qui sont difficiles, puis des fois, les enfants ne savent pas que c'est quelque chose qui arrive aussi à d'autres enfants et pas seulement à eux. Donc, ça vient normaliser leur vécu. Plusieurs bienfaits sont identifiés de la bibliothérapie. On peut penser, ça revient un peu à ce qu'on a dit plus tôt, mais l'idée que ça facilite l'exploration des émotions, de voir des émotions vécues dans un album par des personnages, ça vient permettre de mettre des mots. Ça va développer la pensée réflexive, faire des liens, transposer. Alors, là, on est vraiment à faire des exercices cognitifs un petit peu plus complexes pour faire des liens tranquillement entre notre propre situation puis celle des autres. Ça vient normaliser. Ça va stimuler la participation et le pouvoir d'agir parce qu'à travers l'histoire, l'enfant va pouvoir prendre la parole sur la manière dont il souhaiterait que les choses se passent parfois. On va y revenir à la participation. Ça va diminuer l'isolement, puis ça va permettre d'envisager des comportements qui vont être plus adaptés pour l'enfant peut-être dans sa situation, au sens où des fois, il y a des stratégies défensives qui sont très installées chez les enfants, mais de voir qu'il y a d'autres issues possibles, ça peut permettre de mettre des mots en douceur sur, ben, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble avec l'enfant pour penser à vivre ça d'une autre façon, à voir ça d'une autre façon. Donc, je vous disais que c'est une méthode qui favorise pardon, la participation, le pouvoir d'agir des enfants. Euh, Entre autres, ce que ça fait, c'est que ça vient offrir un espace de communication qui va être adapté à l'enfant. Et ça, c'est particulièrement important. Euh, des fois, quand on parle de participation, on rappelle gentiment que les, les enfants, ce ne sont pas des petits adultes. Donc, on ne peut pas tout simplement reproduire le mode conversationnel qu'on a entre adultes avec les enfants et espérer qu'on soit capable d'aller aussi loin. Il faut offrir un espace de communication qui va être adapté à eux, à leur imaginaire, à leur manière de voir le monde, à leur niveau de langage aussi. Donc, pour expliquer les choses, d'abord, pour que l'enfant puisse comprendre la situation dans laquelle il est, et ensuite, ben, pour qu'il puisse s'exprimer à propos de cette situation-là. Ça va soutenir l'expression, évidemment, cette méthode-là. L'enfant va s'exprimer naturellement parfois en parlant, par exemple, si vous voyez à l'écran des petits animaux, ben, en voyant la petite souris qui est la vedette de notre album jeunesse sur les visites supervisées, ben, l'enfant peut parler de Silo Souriceau, raconter l'histoire de Silo Souriceau, mais au fait en parlant de sa propre histoire. Donc, les enfants, des fois, en viennent à s'exprimer de cette façon-là, d'une façon très naturelle, et on n'a même pas besoin de les questionner, de leur demander, c'est quelque chose qui vient naturellement. Je suis certaine que si vous avez des enfants près de vous, vous avez déjà vécu ce genre de situation-là.
Et finalement, ben, ça permet à l'adulte, possiblement, de tenir compte dans la planification de son intervention, des prochaines étapes, du point de vue de l'enfant, peut-être un peu plus aisément si l'enfant, à travers l'histoire, a parlé de comment il sent, de ce qu'il souhaiterait, de peut-être des choses qu'il voudrait qu'il se passe différemment, ben, on est capable peut-être un petit peu plus d'en tenir compte dans la planification de l'intervention. Et ça, c'est un enjeu parce que euh, souvent, du moins, on pourra en échanger à la période des questions, mais au Québec, moi, ce que je constate, c'est que parfois, quand on parle de planification, on a tendance à s'attarder aux plus vieux, aux plus grands, aux adolescents qui ont davantage de capacités d'expression, mais les tout petits, on les oublie parce que c'est plus difficile d'aller chercher leur point de vue, parce que en protection de la jeunesse, par exemple, le contexte dans lequel les albums sont présentés aujourd'hui, euh, juste expliquer les situations pour lesquelles on est dans la vie de ces enfants-là, pour les situations pour lesquelles ils sont en besoin de protection, parler de maltraitance, ben ça peut être un peu compliqué d'expliquer ça à des tout petits, de trouver les bons mots. Donc, des fois, avec les petits, ben, des enjeux de participation, il y a des défis, en tout cas particuliers, qui se prêtent pour eux. Et ben, c'est ça, cette méthode-là de bibliothérapie vient nous aider finalement à dépasser ces enjeux-là. Puis, je vous refais un petit clin d'œil, peut-être qu'il y en a qui étaient présents, mais avec le modèle de lundi, entre les deux diapos, il y a beaucoup de parallèles à faire. Les albums, dans le fond, le modèle de lundi, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, c'est un modèle qui vient offrir une conceptualisation du droit à la participation qui est énoncé dans la Convention internationale sur les droits des enfants. Donc, ça vient nous dire, l'article 12, dans le fond, qui vient nous énoncer le droit à la participation, on peut le décortiquer en 4 composantes. L'idée de donner un espace à l'enfant qui soit adapté à lui pour qu'il puisse s'exprimer avec aisance dans la manière qui va lui convenir. Ensuite, c'est ça, lui donner une voix, lui donner vraiment l'occasion de nommer ce qu'il souhaite, de faire entendre sa parole. Et ensuite, la deuxième partie est particulièrement importante, puis c'est là où je vous parlais de tenir compte de sa parole dans la planification de l'intervention. Bien, l'audience, c'est que l'enfant puisse s'adresser aux personnes qui ont un certain pouvoir d'influence sur sa situation. Et justement, ensuite, l'influence, bien, c'est de voir qu'est-ce qui a été fait avec ce que l'enfant a proposé, a exprimé, qu'est-ce qui a pu être fait pour tenir compte de son point de vue. Donc, vous voyez, dans le fond, ça coule de source avec ce qui était présenté plus tôt, là. Vraiment, cette idée-là, les albums offrent un espace adapté, permettent à l'enfant de s'exprimer et ensuite permet à l'adulte qui fait l'intervention de recueillir ce point de vue-là, puis d'en tenir compte dans la suite des choses. Maintenant, pour les exemples d'applications dont je vais vous parler aujourd'hui, euh, c'est vraiment des projets, ces projets-là qui sont des projets qui sont issus des milieux cliniques, de gens chez nous qui ont dit, ben, on aurait besoin d'outils pour aborder des réalités en lien avec la protection de la jeunesse avec les enfants. Ils cherchaient des outils, ils n'en ont pas trouvé. Alors, pour un des deux albums, entre autres, c'est le cas, là, l'équipe a carrément pris sur elle de rédiger une histoire, d'inventer une histoire pour pouvoir aborder, entre autres, l'enjeu de la réunification familiale. Alors, au terme du placement, le moment où l'enfant retourne à la maison, c'est une équipe qui était confrontée à deux jeunes filles qui, après un assez long placement en famille d'accueil, ne voulaient pas retourner, alors que tout était prêt pour faire cette transition-là au niveau des critères cliniques et tout ça, de la loi, mais les enfants n'avaient pas envie de retourner. Puis là, les intervenants se retrouvaient un petit peu mal pris en disant, mais comment on va faire, nous, pour leur expliquer ça, pour essayer d'avoir cette conversation-là avec elles. C'était deux jeunes filles. Puis elles ont écrit l'histoire d'Albert le kangourou, que je vais vous présenter tout à l'heure, parce que je vais aussi ce matin, pour moi, c'est ce matin, mais pour vous, cet après-midi, je vais aussi vous lire une histoire pour que vous puissiez voir un peu concrètement comment ça peut se passer, puis c'est quoi les leviers qu'on peut utiliser là, dans ce type d'intervention-là. Alors, si on s'attarde un peu quand même à la littérature scientifique qui nous parle de l'expérience des jeunes enfants placés, bien, le placement, ce qui est évident, c'est que c'est une situation qui est complexe, qui est difficile à comprendre. Les enfants qui la vivent vont être confrontés à des émotions contradictoires parfois, une forme d'ambivalence entre être soulagé, avoir peur, ne pas comprendre, toutes sortes de choses qui se bousculent, un sentiment de conflit de loyauté parfois qui est là. Euh, Par rapport à la réunification, une des choses qu'on voit dans des études qui ont donné la parole aux enfants, c'est que parfois les jeunes manquent d'informations. Et j'oserais dire que c'est vrai autant sur les raisons du placement
que sur les raisons du retour à la maison. Alors, l'étude de Balcells et ses collègues a donné la parole à des jeunes enfants. C'est une étude qui a eu lieu en Espagne, des enfants de 9 à 14 ans environ. Et il y avait un jeune garçon qui disait ceci par rapport à sa réunification. Le garçon disait, ils m'ont dit que je devais faire mon sac parce que je rentrais chez moi. J'ai fait mon sac, ils sont venus me chercher et je suis partie. Ils m'ont juste ramené à la maison et c'est tout. Ils ne m'ont rien dit, ils m'ont juste renvoyé chez moi. Donc, vous voyez, j'ai repris les verbatims de certaines études parce que je trouve ça éloquent d'entendre les mots des enfants. Ce garçon-là à qui on n'a rien expliqué, qui est parti de chez lui parce que chez lui, il y avait du danger, il y avait un risque, il était exposé à des parents qui étaient peut-être négligents, peut-être maltraitants à son égard. Alors, il est parti et là, il revient, puis on ne lui a pas expliqué grand-chose, donc ça peut être extrêmement inquiétant. Il s'est peut-être attaché à son milieu d'accueil aussi, puis c'est difficile de dire au revoir. Donc, mais visiblement, là, dans les mots de cet enfant-là, des quelques mots, on devine qu'il n'y a pas beaucoup de repères pour faire face à cette transition-là, qui n'est pas une transition simple, là, la réunification familiale. Si on poursuit, l'autre album que je vous présente aujourd'hui concerne les visites supervisées en protection de la jeunesse. Euh, Quand on parle de visites supervisées au Québec, on parle et dans la présentation que je fais aujourd'hui, on parle du moment où un enfant qui est placé en famille d'accueil ou en institution, en contexte de protection de la jeunesse, doit être accompagné par un intervenant, un professionnel, donc un tiers superviseur, pour être en contact avec son parent. Parce qu'on juge que, évidemment, l'enfant et son parent d'origine ont le droit de se voir, ont le droit d'être en contact, mais on juge qu'il y a un risque pour l'enfant à ce que ces contacts-là se passent. Donc, c'est une pratique qui est assez répandue chez nous d'avoir un contexte de placement, mais d'avoir un tiers superviseur qui vient, euh, c'est ça, qui vient superviser le contact, qui vient s'assurer que les choses se passent bien. Donc, concernant cette réalité-là, les visites supervisées, bien, ce que l'étude de Poirier ici, là, que je cite, c'est une étude qui a été faite au Québec, qui a interrogé des enfants sur leurs visites supervisées, justement. Donc, ce qu'on voit, c'est que les enfants ont souvent une mauvaise compréhension de pourquoi il y a un tiers superviseur qui est présent pour visiter. Et on a un exemple ici, une jeune fille qui nous dit, ben, on supervise parce que des fois, je n'accepte pas les noms de ma mère. Donc, ici, ce qu'on voit, le phénomène qu'on voit, c'est que quand on n'explique pas bien aux enfants, bien, ils s'attribuent la responsabilité de ça, parfois. Ils comprennent mal aussi le rôle du tiers superviseur, donc la personne qui est présente, le professionnel qui est présent avec eux. Et ici, ben, il y a Raphaël qui nous dit, ben, il écrit si j'ai bien fait ça avec mes parents. Une autre que je n'ai pas rajoutée sur le diaporama, mais qui disait, ben, il fait juste prendre des notes, puis ça a l'air un peu long, puis un peu plate pour lui. Donc, tu sais, vous voyez, ils ne comprennent pas très bien ce que cet adulte-là vient faire au fait. Et finalement, ben, les enfants peuvent avoir du mal à mettre des mots sur leur vécu, sur qu'est-ce qui se passe pendant ces visites-là. Et ici, on a Jérémy, 9 ans, qui nous dit, ben, j'ai pas envie d'en parler. C'est rare que j'en parle. Je vais garder ça pour moi, puis à un moment donné, je vais oublier. Donc, ces verbatims-là qui sont tirés de la recherche sont assez touchants, assez étonnants aussi de voir à quel point les enfants ben, euh, auraient besoin de mieux comprendre ce qui leur arrive, puis auraient besoin qu'on leur accorde du temps puis une conversation de qualité pour être capable de, justement, d'avoir cette conversation-là sur ce que ça leur fait vivre, d'être euh, dans un milieu différent, dans une famille d'accueil, dans une institution, et ben, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, qu'est-ce que ça leur fait vivre, c'est quoi leurs émotions par rapport à tout ça. Donc, devant ce besoin-là, c'est là qu'on a que le livre, dans le fond, l'équipe clinique a écrit le livre sur la réunification. C'est là aussi qu'on est allé chercher euh, un autre outil pour les visites supervisées qu'on a adapté au Québec. Donc, vous avez deux trousses ici là, qui sont qui mobilisent la bibliothérapie, qui s'adresse aux enfants de 4 à 8 ans, tout petits, en contexte de placement. Et une qui parle donc des visites supervisées, ce contexte que je viens de vous expliquer, puis une qui fait vraiment tout le cycle du placement jusqu'à la réunification, qui est l'histoire de Albert, notre petit kangourou, avec Madame Girafe, qui est son intervenante. Donc,
Je vous disais que j'allais vous lire une histoire. Je pense qu'on arrive à ce moment-là dans ma présentation. J'ai dû faire un choix parce qu'on n'a pas énormément de temps ensemble, donc j'ai choisi de vous faire la lecture de Albert retourne à la maison parce que c'est un contexte d'intervention peut-être qui est un petit peu plus universel, les visites supervisées telles qu'on les vit chez nous au Québec. Je sais que les termes peuvent changer, que les contextes parfois varient selon les pays. Donc, je vais vous lire l'histoire d'Albert pour qu'on puisse voir un peu, ben, dans la vraie vie, une intervention de bibliothérapie avec des jeunes placés, ben, quand on veut susciter la participation, parce que c'est ça l'objet aujourd'hui, euh, comment ça peut se passer. Alors, avant peut-être la lecture, une dernière info, là, quand je vous parlais de trousse clinique, euh, je vous parle dans le fond d'un album jeunesse que je vais vous lire. Et ensuite, en accompagnement, euh, on a prévu des fiches d'activité qui servent vraiment à faire durer la conversation. Donc, je vais vous donner quelques exemples après là, de fiches d'activité qui peuvent être utilisées en complément de l'histoire, dans le fond, pour faciliter la conversation guidée avec l'enfant, puis faciliter la prise de parole de l'enfant aussi. Et il y a un guide d'accompagnement qui est là aussi, où on a une recension des écrits vulgarisés sur la thématique. Donc, ici, donc, sur le placement et la réunification familiale. Pour que l'intervenant puisse savoir un peu dans quel contexte il se retrouve, là, avoir un petit peu plus de repères. Puis, il y a un guide vraiment d'animation, là, de la lecture, des activités, tout ça pour donner des indications aux intervenants. Alors, c'est le moment où vous vous mettez dans la peau d'un enfant de 4 à 8 ans et vous vous laissez bercer par l'histoire d'Albert. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pour faire honneur à l'histoire. Et on va y aller avec la lecture. Ma famille est vraiment spéciale. Nous sautons si haut que nous pouvons presque toucher le ciel. C'est normal, Albert, nous sommes des kangourous, me dit souvent papa. J'aime beaucoup mes parents kangourous, mais ce n'est pas toujours facile dans ma famille. Des fois, je me sens pas bien du tout. Quand ça m'arrive, je me mets à sauter au mauvais moment. Mon enseignante me dit: c'est dangereux, Albert. Elle me chicane souvent à cause de ça. Pour aider ma famille, Madame Giraffe vient nous voir à la maison. C'est mon intervenante. Sa tête chatouille les nuages, mais ses pieds sont toujours au sol. Un soir, elle m'a expliqué: Albert, tu iras vivre avec une autre famille pendant un moment. Mais pourquoi? Tes parents ont des devoirs à faire pour apprendre à bien s'occuper de toi. Des devoirs? Comme moi à l'école? Oui, comme toi à l'école. J'ai fait ma valise et je suis partie avec elle. Depuis, j'habite avec ma famille d'accueil. Monsieur et Madame Panda marchent à quatre pattes et ils ont le poil doux, doux, doux. Quand maman et papa auront fait leurs devoirs, je pourrai retourner vivre avec eux. En attendant, on prend soin de moi. Lorsque j'habitais avec mes parents kangourous, j'entendais des cris et des disputes durant la nuit. Ça me faisait peur. Maman et papa croyaient que je ne les entendais pas, mais j'ai de très bonnes oreilles. Dans la famille Panda, c'est plus tranquille. Madame Panda me lit des histoires le soir et elle s'assure qu'il n'y a pas de monstre dans ma chambre. J'aime m'endormir blottie contre sa fourrure. Je dors tellement mieux quand je n'entends pas de cris pendant la nuit. Monsieur Panda, il est grand et fort. Je lui montre comment sauter très haut. Il fait de son mieux, mais il est trop lourd. Il retombe sur son museau chaque fois et ça me fait beaucoup rire. Ma maman kangourou, elle y arrive facilement. J'aime sauter avec elle quand je la visite. Des fois, je n'arrive pas à manger, je saute partout. Ma famille Panda pense que je suis agitée avant de revoir mes parents. Je ne comprends pas bien ce mot. Regarde Albert, me dit Madame Girafe en bougeant ses bras et ses jambes dans tous les sens. C'est ça être agité. Je bouge beaucoup parce que je suis contente de voir mes parents. Exactement, me répondit-elle. Durant l'été, je vois mes parents plus souvent. Je fais même des dodos à la maison de temps en temps. J'aime toujours autant sauter dans la poche de ma maman, même si elle devient plus étroite. J'entends plus de cris, et même si j'ai peur quelquefois, papa kangourou vient me rassurer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je retourne vivre chez mes parents kangourous. Ils ont fait tous leurs devoirs. J'imagine qu'ils ont eu une bonne note. Moi, quand j'ai une bonne note à l'école, je suis content.
Je fais ma valise et je n'oublie rien. Je veux être prêt quand Madame Girafe viendra me chercher pour me ramener à la maison. Monsieur et Madame Panda me font des câlins et me répètent qu'ils sont heureux de m'avoir connu. Tes parents seront si contents que tu retournes à la maison, me dit Madame Panda. Je ne sais pas si je suis content. J'ai des fourmis dans le ventre. J'ai hâte de retrouver mes parents, mais j'aime aussi beaucoup Monsieur et Madame Panda. Dans la voiture, Madame Girafe me rassure. Je suis là pour toi, Albert. Tu sais, ça fait déjà plusieurs mois que tu vivais chez la famille Panda. C'est normal de vivre différentes émotions en même temps. J'aperçois ma maison au bout de la rue. Maman et papa kangourou me font des signes de la main. Une fois arrivée, je bondis hors de la voiture de Madame Girafe. Mes parents me font des gros câlins. C'est bizarre, leur poil est rugueux. Dans mes souvenirs, il était doux comme celui de Madame et Monsieur Panda. Je sautille encore plus que d'habitude. Je dois être agitée. D'un bond, je saute dans la poche de maman. Et boum, je tombe par terre. Tu n'entres plus dans ma poche, Albert, me dit maman. Oh, c'est vrai, je suis grand maintenant. Je m'ennuie déjà de Monsieur et Madame Panda. Mon cœur fait boum, boum, boum. D'un autre côté, je suis content d'être dans la maison avec papa et maman, dans ma maison. Ça sent le kangourou et moi, je suis un kangourou. Et c'est la fin de l'histoire. Donc, vous pourrez faire part de vos commentaires quand on arrivera à la période de questions qui suit tout de suite après. Mais si vous êtes observateur, vous avez peut-être vu dans les images différents leviers pour aborder des sujets avec l'enfant. Donc ici, juste sur la page finale, on voit qu'Albert tient un dessin de Monsieur et Madame Panda dans ses mains. Vous avez peut-être vu que dans sa famille d'accueil, Monsieur et Madame Panda, il y avait aussi une photo de ses parents kangourous. Donc, ça permet d'ouvrir des conversations. Le livre est aussi réfléchi pour voir avec l'enfant le temps qui passe, les saisons qui défilent. Donc, de pouvoir aborder la temporalité avec lui, de pouvoir lui dire, ben, c'est long des devoirs d'adulte. Quand on est un enfant qui peut trouver que c'est long avant de savoir qu'est-ce qui va arriver, ben, le livre prête à cette conversation-là aussi. Ça ouvre des portes aussi avec des mots simples peut-être pour dire, ben, ce que les parents ont à travailler ou à changer pour pouvoir pour que l'enfant puisse retourner dans sa famille d'origine, pour pouvoir retourner chez lui, ben, d'appeler ça des devoirs d'adulte, ça donne des références assez claires aux enfants pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi. Comprendre le fait que c'est les parents qui ont des choses à faire, que ça enlève un peu de responsabilité sur les épaules, les petites épaules des enfants des fois, puis de remettre ça aux parents, de dire, ben là, c'est tes parents qui doivent faire des devoirs. Des devoirs d'adultes, c'est pas facile, ça se peut que ce soit long, mais on va essayer de t'expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis toi, ben, de ton côté, pendant ce temps-là, on prend soin de toi. Donc, vous voyez vraiment de nommer les choses, puis de voir avec l'enfant, ben, lui, ça lui fait vivre quoi comme émotion? Albert, lui, a des fourmis dans le ventre, il est agité, puis il y a des fiches d'activité avec toutes sortes de portes à ouvrir pour parler des émotions. Donc, c'est un exemple là, de toutes sortes de petits exemples de comment on peut mobiliser la conversation, là, dans le fond, avec l'enfant autour d'un album comme celui-là. Une des exemples de fiches d'activité, là, dans la trousse, il y a il y a une fiche recto verso comme celle qui est ici à l'écran, euh, où on voit, dans le fond, un premier qui est juste une image, un petit Albert à colorier au recto. Puis ensuite, quand on tourne au verso, ben, on essaie avec l'enfant de démêler les petits labyrinthes, puis de voir, ben, quand tu arrives à la boîte au bout, qu'est-ce qui a changé dans ta famille quand tu vas vouloir retourner à la maison? Qu'est-ce que tu penses qu'il va avoir changé? Est-ce que ta chambre va avoir changé? Est-ce que ta maison va avoir changé? Est-ce que les règles vont avoir changé? Donc, vous comprenez ici que c'est vraiment un prétexte pour amener un peu plus de prévisibilité à l'enfant, dans le fond, pour qu'il puisse voir venir ce que va être sa maison, parce qu'il ne va pas retrouver sa famille d'origine dans le même état, si on veut, qu'au moment où il a quitté. Donc, les choses vont avoir changé. Lui va avoir changé. Dans Albert, on le voit, il ne rentre plus dans la poche de sa maman, mais dans la maison aussi, il y a des choses qui vont avoir changé. Donc, d'essayer d'aborder ça un petit peu avec l'enfant. Donc, toute cette idée-là est de voir, ben, un prétexte aussi pour aborder, quand on voulait parler de participation des jeunes, bien, on peut voir avec l'enfant aussi, bien, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais trouver dans cette nouvelle maison-là que tu vas trouver? Qu'est-ce qui serait important pour toi qu'il soit encore là? Donc, peut-être de donner à l'enfant un petit peu de pouvoir sur ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'il se sente bien quand il va arriver dans sa famille, là, quand il va retrouver sa famille.
Un autre exemple, c'est la fiche au revoir. C'est une de mes activités que j'aime bien, moi, parce que c'est pas une pratique qui est très répandue chez nous. Souvent, à la fin d'un passage en famille d'accueil, les au revoir, je trouve qu'on ne prend pas suffisamment soin du au revoir avec la famille d'accueil. Cette activité-là, c'est ça l'idée, c'est ça le prétexte, c'est de voir avec l'enfant, ben, est-ce que tu aurais envie de dire au revoir à ton monsieur ou ta madame Panda? Est-ce qu'il y a des gens qui t'aimeraient dire au revoir autour de ta famille d'accueil et de pouvoir peut-être faire une petite carte et lui remettre? Donc, c'est vraiment cette idée-là de faire une activité avec l'enfant pour mettre des mots sur le fait que c'est peut-être pas toujours facile de partir, voir évaluer dans cette situation-là, est-ce qu'il y aurait une possibilité de maintenir un lien, de quelle façon ça ferait sens pour l'enfant, puis ça serait dans son intérêt. Ça pourrait répondre à ses besoins. Donc, ça permet d'aborder tout ce moment-là là, de la fin de parcours de l'enfant dans sa famille d'accueil. Ça vous donne deux exemples de fiches d'activité. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment, tu sais, si on repense aux éléments de la participation, c'est toute l'idée de bien informer l'enfant sur sa situation, lui offrir un espace où il va être confortable de s'exprimer. Puis après ça, ben, comme adulte, comme intervenant qui reçoit cette information-là, ben là, il y a la responsabilité de faire quelque chose avec, par contre. Tu sais, puis de voir, ben, ce que l'enfant a exprimé, comment on peut en tenir compte pour faciliter la transition pour rendre les choses plus confortables pour l'enfant dans cette situation-là qui n'est pas si simple. Je vous partage une dernière petite partie de présentation. Là, je vous parlais qu'on a fait autour de ces deux trousses-là une démarche d'appréciation. Peut-être avant que je peux vous dire que le livre sur les visites supervisées, là, où vous voyez, c'est la petite souris tout à l'heure, le livre blanc avec la petite souris, c'est exactement le même format, c'est-à-dire qu'on a un album, on a des fiches d'accompagnement qui accompagnent aussi pour prolonger la conversation. Donc, comme ces deux livres un peu jumeaux qui s'adressent à la même population d'enfants, si on veut, là, les tout petits, 4-8 ans environ, évidemment avec votre jugement clinique pour voir si ben, un peu plus vieux, ça pourrait convenir aussi. Euh, on a fait une démarche d'appréciation auprès des intervenants autour de ces deux outils-là. Et je vous ramène quelques indications, quelques propos qu'ils nous ont dit dans la démarche. Peut-être d'abord vous dire qu'on a fait un petit sondage en ligne auprès des gens. On a contacté tout le monde qui avait acheté une trousse, en fait. On a eu 54 réponses, puis on a fait 3 focus group avec des gens qui s'étaient portés volontaires là, pour voir, euh, pour pouvoir discuter un petit peu plus en profondeur avec nous. Donc, on leur a posé des questions sur les caractéristiques des trousses, ce qu'ils avaient apprécié dans la manière dont l'outil est construit, les retombées qu'ils ont observées dans leur intervention, puis c'est ça, les impacts que ça a eu sur eux, sur leur pratique, les effets pour les enfants. Donc, on avait beaucoup d'intervenants, évidemment, qui étaient en contexte de protection de la jeunesse, plusieurs qui avaient un rôle d'accompagnement vraiment direct auprès des enfants, mais aussi un certain nombre qui étaient dans un rôle de soutien clinique auprès des intervenants. Puis, il y en avait plus que 3 sur 4 qui avaient plus de 10 ans d'expérience. Fait qu'on a rejoint des intervenants expérimentés, finalement, dans notre sondage, là. C'est important de le dire parce que on a quand même un enjeu de roulement de personnel en protection de la jeunesse chez nous. Je ne sais pas si c'est pareil dans vos contextes, mais on a beaucoup d'intervenants qui sont assez jeunes en expérience, mais ici, on a vraiment des intervenants d'expérience qui se sont commis là, dans le sondage et les focus group. Alors, on parlait de participation, c'est notre fil conducteur dans cette présentation-là. Bien, les intervenants nous ont dit que c'est des outils qui facilitaient pour eux l'accompagnement des tout-petits. Pour ce qui est des outils, ils nous disaient, ben, c'est bien expliqué, l'histoire, les fiches, c'est bien fait. Quand on prend le temps de lire le guide, on a vraiment une bonne base pour se lancer. Et quand on parlait que le nerf de la guerre, parfois, c'est de mettre des mots puis d'expliquer les choses aux enfants, on a cette intervenante ici qui nous dit, ben, comment on dit ça à un enfant? Ta maman a des problèmes de consommation importants, ce qui fait qu'elle a de la difficulté à prendre soin de toi. C'est le nerf de la guerre, puis c'est encore plus difficile avec les petits. La trousse aide à trouver les bons mots. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, dans l'autre histoire que je ne vous ai pas lue, il y a plusieurs petits animaux pour lesquels on raconte les raisons pourquoi ils sont placés en famille d'accueil ou en installation ou en centre d'hébergement et tout ça, en foyer. Et il y a vraiment des situations réelles un petit peu dures qui sont nommées. Par exemple, il y a un jeune, il y a un petit animal pour qui ben, son papa est en prison, ou une autre que sa maman, ben, elle avait des problèmes d'alcool, puis des fois, elle se fâchait, puis elle lui faisait mal. Donc, pour la petite histoire, quand on a travaillé avec des éditeurs en littérature jeunesse, ils nous ont dit, ah ben, vous ne pouvez pas dire ça à des enfants, mais là,
On a insisté en disant, ben, c'est des outils cliniques, c'est un peu différent. Puis vraiment, quand on parlait tantôt de briser l'isolement, c'est le genre de propos dans les livres où les enfants disaient, ah, tu sais, lui aussi, son papa est en prison. Tu sais, c'est comme moi, je ne suis pas tout seul. Donc ça avait vraiment, pour les enfants, ça faisait une différence là, de voir des situations qui étaient réalistes avec des vrais mots qui étaient là, même si ça s'adresse aux tout petits. C'est vraiment quelque chose qui les aidait là, à normaliser puis à briser l'isolement par rapport à leur situation. Pour tenir compte du point de vue de l'enfant, mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ben, entre autres, il y a une éducatrice qui parlait de l'activité de la lettre dont je vous ai parlé tantôt. Puis, on parle de participation au sens où l'histoire a permis pour cette intervenante-là euh, de saisir que pour l'enfant, c'était important de dire au revoir. Elle a fait l'activité, puis voici ce qui s'est passé, voici ce qu'elle nous rapportait. Elle nous disait, la famille d'accueil a lu la lettre proposée dans la trousse, ils se sont pris dans leurs bras, elle a encore la lettre aujourd'hui. Ça a permis une vraie fin que moi, j'ai trouvée belle, parce qu'on ne prend pas toujours le temps de réfléchir à comment on dit au revoir. Donc, c'est un exemple vraiment d'adaptation, de la transition là, en fonction du besoin de l'enfant. Donc, ici, on peut penser qu'il y a eu quelque chose de très positif ici qui s'est passé. Puis pour l'aspect plus visite supervisée, ben, une intervenante qui nous dit, ben, quand on fait le plan de visite avec les parents, parce que ça, c'est une pratique assez bien ancrée chez nous, qu'on fait le plan des visites avec les parents. Puis là, je continue. On oublie généralement que les enfants aussi pourraient être contributifs. Le petit outil qui était proposé dans la trousse, ben, ça aide pour ça. Donc ici aussi, les outils, les fiches d'activité permettent de recueillir la parole de l'enfant. Et j'arrive à la fin de la présentation, puis je veux vraiment laisser de la place à la conversation et aux échanges, mais j'avais envie quand même de vous laisser sur le fait que ça a l'air simple, mais c'est pas si simple. Ça a l'air très intuitif de lire une histoire avec des tout petits pour aborder des sujets sensibles, mais ce que des intervenantes chevronnées m'ont dit, entre autres, c'est que ça restait quand même un défi pour les intervenants, notamment pour les jeunes intervenants, mais pas que, pour tout le monde, je pense. Puis il me parlait de la boîte de Pandore. Alors voici ce qu'une gestionnaire, une chef d'équipe là, me disait. Elle disait, explorer avec un enfant, ça peut faire peur. Ouvrir une brèche, ouvrir la boîte de Pandore, puis rester pris avec ça, sans savoir quoi faire après, c'est une crainte réelle. Fait que des intervenants même bien outillés. Puis, tu sais, la littérature scientifique nous dit la même chose aussi. Ils nous disent que des outils concrets, adaptés, clés en main, ça aide beaucoup, dans le fond, pour favoriser une pratique qui est centrée sur l'enfant, qui est adaptée, où on peut entendre sa voix. Mais malgré tout, même avec des outils bien construits, ça reste qu'il il faut accepter de se lancer dans le vide, je pense, une première fois pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis trouver la bonne posture dans ça. Puis c'était dans une conversation, puis il y a une intervenante qui répondait à ça en disant, ben c'est vrai, tu sais, des fois, les enfants vont sortir des choses avec lesquelles on est inconfortable. Il faut être capable de dire à l'enfant, j'aimerais ça te donner cette réponse-là, je sens que ça te ferait du bien, mais moi non plus, je ne sais pas toutes les réponses. C'est un chemin qu'on va marcher ensemble. Donc, je trouvais que euh, c'est inspirant. Je trouve que c'est une belle indication de la posture qu'il faut avoir, de cette posture-là de curiosité, d'ouvrir avec l'enfant, puis de lui dire avec humilité que ben, même nous, les adultes, des fois, il y a des réponses qu'on n'a pas, mais on va essayer de les trouver. Puis qu'on va essayer de les trouver pour que lui puisse se sentir le mieux possible dans sa situation. Donc, peut-être que c'est une petite phrase à garder pour trouver le bon angle quand on a envie de se lancer dans une intervention comme ça avec les tout petits. Alors, peut-être juste pour finir, là, je vous laisse avant qu'on ouvre la période de questions avec quelques références puis quelques informations. Euh, Si vous voulez aller lire un peu plus sur la bibliothérapie, là, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des bulletins qui ramenaient une recension des écrits. Bon, ben ici, il y a le lien, le code QR qui est là si vous voulez scanner dès aujourd'hui là, pour pouvoir aller naviguer un petit peu. Mais sinon, vous allez avoir le lien quand vous aurez le diaporama en main. Donc, il y a 2 bulletins qui résument la recension des écrits sur la bibliothérapie. Il y a aussi des recueils d'outils de bibliothérapie parce que je vous ai parlé, je vous ai lu Albert aujourd'hui, mais c'était un prétexte pour parler de bibliothérapie, au fait parce qu'il y a toutes sortes d'albums jeunesse extraordinaires qui peuvent servir à une intervention de bibliothérapie.
Les deux recueils d'outils qui sont proposés, évidemment, c'est des outils du Québec. Là. Je ne sais pas s'ils vont être disponibles en Europe, mais ça peut vous inspirer peut-être à aller fouiller. Il y en a pour un recueil pour l'enfance et un recueil pour l'adolescence. Et vous allez voir qu'il y a les 5 trousses de ce qu'on appelle la série Diapason, là, qui est notre série de trousses cliniques là, sous le format de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, si vous êtes curieux. Et pour ce qui est de nos trousses, la série Diapason, ben, elle va être disponible en Europe dès septembre. J'aurais aimé ça vous dire qu'elle l'était dès maintenant. Mais comment ça va fonctionner? Dans le fond, c'est qu'il y a un distributeur en Europe, en France, qui va s'assurer de la distribution de votre côté de l'océan et vous allez pouvoir commander dans toutes les librairies, dans le fond, à ce distributeur-là pour les trousses. Donc, sachez que ça s'en vient vers l'Europe pour l'automne. Voilà. Alors, ça fait le tour pour moi. Euh, Merci de votre attention. Alors, je suis bien curieuse d'entendre vos réactions et vos questions. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour cette présentation, cette histoire aussi très touchante qui a été lue avec beaucoup de ferveur. J'invite les participants à noter leurs questions dans le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas encore, mais je pense qu'elles vont arriver le temps que voilà, on ressorte un tout petit peu de cette présentation. Moi, peut-être le commentaire que j'avais envie de faire avant de donner la parole aux participants pour les questions, c'est de relever 2 choses. Le fait que la participation, elle est souvent comprise, en tout cas chez les jeunes enfants, et dans certains contextes comme le recueil de leur avis, de leurs paroles, les auditions de l'enfant. Et je trouve important, on l'a aussi vu dans une étude qu'on va publier bientôt, que les jeunes et les enfants demandent aussi, pas seulement à donner leur avis, mais à avoir des informations et des explications sur les décisions qui sont prises à leur égard. Et donc, ça revient aussi à ce que vous dites dans votre présentation, c'est que, ou dans l'histoire, c'est qu'ils ont besoin de savoir pourquoi. Alors, pourquoi ils sont placés, mais aussi pourquoi ils reviennent à la maison, etc. Ils ont besoin aussi qu'on les aide à mettre des mots sur les émotions, mais aussi sur l'explication d'une procédure, que ce soit de placement, que ce soit de divorce, et puis sur les rôles des intervenants, par exemple, Madame Girafe, mais là, dans le livre, il n'y a qu'une intervenante. Souvent, ils ont beaucoup d'intervenants. Il peut y avoir un juge, il peut y avoir d'autres personnes, et ce n'est pas toujours facile pour eux d'identifier qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Donc, je trouve intéressant aussi ça. Et puis, la deuxième chose que j'avais envie de relever, c'était la question de la posture. J'ai beaucoup aimé à la fin, dans la réponse de l'intervenante, cette posture de curiosité, mais aussi d'authenticité, d'oser dire, ben voilà, on n'a pas toutes les questions, on va essayer ensemble de cheminer pour les trouver. Et je pense que ça crée aussi la confiance pour l'enfant envers les intervenants, parce que ce n'est pas une confiance qui est facile à accorder. Souvent, notamment des enfants qui ont vécu des traumatismes sont aussi affectés dans leur lien d'attachement aux adultes et puis notamment aux intervenants ou peut-être aux nouvelles familles. Donc voilà, je voulais juste relever ces 2 éléments, ce qui laissait aussi le temps à nos participants de poser des questions. Ce que vous amenez sur les explications à donner à l'enfant, j'ai envie de refaire peut-être un lien avec le modèle de Lundy aussi, quand on parle de l'auditoire, de l'influence. Dans les outils qui sont proposés autour du modèle, il y a aussi des outils assez simples pour aller donner une rétroaction à l'enfant. Pour aider l'intervenant à donner une rétroaction à l'enfant pour voir ben, qu'est-ce qu'il a pu faire avec ce qu'il avait exprimé. Qu'est-ce qui a pu être entendu? De quoi on a pu tenir compte ou pas? Puis, ça permet de mettre des mots simples avec des petits outils très concrets pour voir, ben, c'est quoi les zones de participation réelle, les zones où l'enfant peut avoir une influence et les zones où, malheureusement, c'est pas possible. Puis, dans la vie, c'est comme ça, hein, on n'a pas une zone de pouvoir infinie, ni les adultes, ni les enfants, mais vraiment de revenir avec les enfants sur, ben, tu avais demandé telle chose, mais ça n'a pas été possible. Mais je vais t'expliquer pourquoi, par exemple. Je vais t'expliquer qu'est-ce que moi j'ai essayé de faire pour faire ça. Donc, quand on parle de renforcer le lien de confiance, je trouve que ça aussi, ça devient quelque chose qui est intéressant et important.
Donc, je sais C'est pas si très c'est des important questions. aussi. Oui. Quand il y a des auditions de l'enfant, on leur demande aussi leurs souhaits, leurs avis, mais quand c'est pas suivi, qu'ils aient aussi l'explication de pourquoi ils n'ont pas pu suivre leurs souhaits, par exemple dans des contextes de séparation. Exactement. C'est effectivement. Entre-temps, on a eu une question donc, qui est la suivante. Vous parlez d'enfants entre 4 et 8 ans. Peut-on s'adresser à des enfants plus jeunes? Ben, tout dépend, tout est une question de bon jugement clinique, je pense. C'est quand vous connaissez, je pense qu'il faut connaître assez le jeune avec qui vous travaillez pour voir, ben, à partir de 4 ans, tu sais, ce qu'il faut, c'est que le jeune ait une capacité de compréhension, d'abstraction assez grande pour pouvoir commencer à faire des liens entre son histoire et ce qui se passe dans l'album. Je pense que c'est là qu'on peut parler vraiment d'une intervention de bibliothérapie avec une conversation guidée et tout ça. Euh, donc, en bas de 4 ans, ça se peut que des enfants aient cette capacité-là, euh, mais c'est quand même petit. T'sais. Je pense que plus souvent avec ces albums-là, ce qu'on voit, c'est que les enfants plus vieux peuvent très bien en bénéficier. Nos jeunes, parfois, qui ont vécu des parcours un peu plus difficiles aussi au niveau de la maturité, et ils sont parfois un petit peu plus petits dans leurs émotions, dans leur développement. Donc ça peut profiter à des enfants un peu plus vieux. Par contre, pour les plus petits, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que sans parler nécessairement d'une intervention de biothérapie, par exemple, de lire Albert, mais juste en lisant Albert pour lui-même, sans pousser rien, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, tu sais, je pense que c'est là qu'il faut ajuster. Tu sais. Puis vous allez voir si vous allez parcourir les bulletins sur la recension des écrits là, qu'on a effectués. Il y a une des bonnes pratiques en biothérapie qui est de ne jamais forcer la transposition. Tu sais, vous vous rappelez, la transposition, c'est cette idée de faire le lien entre l'histoire, que l'enfant fasse le lien entre son histoire puis ce qu'il y a dans l'album, jeunesse, finalement. Mais ça, il faut laisser vraiment l'enfant aller à son rythme dans ça. Au début, il ne parlera peut-être pas. Ensuite, il va peut-être parler juste d'Albert, mais à travers ce qu'il dit d'Albert, ben, vous allez comme comprendre qu'il parle un peu de lui. Puis ensuite, tranquillement, vous allez pouvoir faire le lien. Donc, je dirais qu'avec les tout petits, c'est peut-être ça qui est un bon guide. On fait une lecture très libre, puis à mesure que l'enfant grandit, puis est capable, parce que ça se peut qu'il redemande l'histoire plus qu'une fois, qu'il grandisse avec l'histoire aussi, hein, ben là, on y va quand lui est prêt à partager puis à aller un petit peu plus loin par rapport à son histoire à lui. Merci pour cette réponse bien complète. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Peut-être J'invite les que participants à le faire. Oui, bien sûr. Puis, tu sais, ça me fait penser, vous disiez, Liliane, là, tu sais, vous parliez du rôle de l'intervenant euh, dans Albert, qu'il y a seulement une girafe, mais que parfois, il y a plus d'intervenants. Peut-être, tu sais, j'ai envie de saisir cette opportunité pour dire que pour les albums jeunesse, en fait, tu sais, c'est aussi une invitation à la créativité de l'adulte. Tu sais, on peut on peut partir de chaque petite porte dans l'histoire pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand. Puis, tu sais, dans la trousse pour Albert, on a une fiche qui est tout simplement toutes sortes de petits animaux, personnages qu'on peut découper, qu'on peut placer, qu'on peut jouer avec. Donc, ça pourrait être un prétexte de dire, ben, toi, tu n'as pas juste une Madame Girafe dans ta vie. Tu as beaucoup de monde. Veux-tu, on va choisir des petits animaux pour le représenter, puis on va voir qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans ta vie. Tu sais, d'aller explorer ça avec l'enfant, ça peut être une porte ouverte. Il y a des gens aussi, ce qu'on a eu beaucoup comme commentaire, peut-être qu'il y a des gens dans le public qui se sont dit un peu la même chose, mais Albert parle d'une histoire où il y a un retour, où c'est une fin, où l'enfant retourne à la maison, mais qu'en est-il des enfants qui ne reviennent pas, tu sais? Mais j'ai vu des intervenants, des adultes qui ont réécrit l'histoire d'Albert, qui ont inventé complètement une nouvelle fin en disant, ben ça, c'est l'histoire d'Albert, est-ce que tu veux, tu sais, toi, si c'était ton histoire, comment ça, tu sais, qu'est-ce qui se passerait, tu sais, qu'est-ce qui se passerait à la fin de l'histoire? Donc, de réinventer la fin comme ça. Alors, il y a comme ces deux exemples, mais il y a une multitude de possibilités là, pour. C'est vraiment une invitation. Tu sais, quand on disait c'est dans le courant de l'art-thérapie, ben, je trouve que c'est là que ça se raccroche le mieux. De dire, ben, allons-y, inventons quelque chose de nouveau à partir du médium qu'on a, là, puis c'est là que ça devient porteur.
C'est effectivement une base de laquelle on peut tirer des fils. Moi, il y a aussi un fil que j'imagine qui est intéressant à tirer, c'est la question des devoirs aux parents. C'est qui leur donne les devoirs, comment ça se passe, quand est-ce qu'on décide que le devoir est réussi ou pas. Et peut-être qu'il y en a qui arrivent peut-être pas à faire les devoirs ou qui prennent plus de temps et que le placement se prolonge. Je pense qu'il y a un certain nombre de fils qui peuvent être tirés sur certains éléments aussi. Peut-être le lien aussi entre la famille kangourou et la famille panda. Là, on ne les voit pas se rencontrer, mais est-ce qu'il y a des rencontres possibles? Ça permet aussi de mettre ces choses-là sur la table et de recueillir aussi le vécu de l'enfant par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui lui fait peur que sa famille d'accueil ou ses parents se rencontrent, ou au contraire, c'est quelque chose à quoi il aspire? Donc, je vois bien effectivement pas mal d'éléments qui pourraient être tirés de ça. Voilà, je regarde encore une fois. Il n'y a pas de questions particulières. Je regarde encore une fois si les gens lèvent la main. On peut leur donner aussi la parole directement. Ouvrir le micro. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, il y a oui, voilà, il y a une question qui est arrivée. Je m'interroge sur le temps que cela prend d'explorer tout cela avec les enfants. Le risque d'ouvrir la boîte de Pandore, principalement dans un contexte où le temps manque. Oui, c'est vrai que c'est intéressant aussi peut-être de voir quand les intervenants ont peu de temps à disposition. Oui, c'est un enjeu, hein, tu sais, dans tout le champ de la littérature sur les pratiques centrées sur l'enfance, les défis, appelons ça des défis organisationnels de ce type-là, c'est quelque chose qui est une entrave connue, hein, à une approche sensible, une approche où on est vraiment dans des manières de communiquer qui sont adaptées à l'enfant. Euh, peut-être qu'on essaie les moments qu'on a de vraiment les utiliser à la meilleure façon possible. Tu sais, même si on a peu de temps entre une conversation traditionnelle puis lire un livre, euh, j'ai le sentiment que juste lire le livre, peut-être qu'on va déjà arriver à quelque chose un peu plus intéressant pour l'enfant. Donc, tu sais, j'oserais dire, soyons modestes dans les objectifs cliniques qu'on poursuit quand on a une intervention où on a moins de temps. Puis, ben, peut-être qu'il peut y avoir des alliés. Nous, ces trousses-là, tu sais, puis c'est ça, puis là, c'est vraiment, je pense qu'il y a il y a plein de choses qui se transposent à l'extérieur du contexte de la protection de la jeunesse. Mais dans ce contexte-là, on a travaillé aussi avec les parents d'accueil. Donc, nos monsieur et madame kangourou du Québec, pour leur présenter les outils, puis voir ben, comment toute cette métaphore-là peut être portée par l'intervenant, mais aussi reprise à la maison par les parents d'accueil, puis tu sais, pour que l'histoire soit relue, puis que l'enfant tranquillement puisse faire sens, puis utiliser la métaphore pour parler quand il a besoin. Tu sais, je voyais une petite fille, là, tu sais, j'ai assisté à une intervention, puis elle parlait vraiment à son intervenante comme en lui disant, ben toi, tu es ma Madame Girafe, puis ma Madame Girafe, tu sais, elle fait ça, 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 puis tu sais, elle est en train de lui expliquer ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait d'elle, là, finalement. Donc, tu sais, si on réussit à trouver des alliés pour faire vivre la métaphore, mais quand même présenter l'histoire, je pense que même si on a moins de temps, peut-être qu'on ira moins loin, mais quand même, peut-être qu'on ira un petit peu plus loin que par des méthodes traditionnelles. Merci. Oui, ce n'est pas un objet à utiliser d'une manière unique, mais qui peut être repris Exact. et par différentes personnes. Absolument. Merci beaucoup. Moi, je vois qu'on arrive aussi à la fin du temps imparti. Donc voilà, merci aussi aux participants. Vous avez un petit message qui s'est affiché maintenant dans la conversation. J'invite les participants à cliquer sur le lien. C'est un questionnaire qui va vous prendre 2 à 3 minutes, pas plus, mais il faut cliquer sur le lien avant que le webinaire se termine, sinon vous n'y avez plus accès. Vous avez le temps de le faire après tranquillement. Ça nous aide aussi à avoir un retour sur votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Et puis, on va faire une synthèse de l'ensemble de ce cycle de webinaires qui va être publié dans notre prochaine newsletter qui paraîtra d'ici fin juin. Donc, vous avez encore le temps de vous y abonner si jamais sur notre site www.olege.ch.
Donc voilà pour la petite minute de promotion. J'aimerais vous remercier vraiment sincèrement, Marie-Pierre, pour cette présentation très intéressante. Et puis, on se réjouit aussi que les outils soient disponibles prochainement en Europe. Pour ma part, en tout cas, je ne connais pas d'histoire similaire. On a les Max et Lily, mais je ne suis pas sûre s'ils existent sur ces questions-là qui sont quand même assez spécifiques. Donc, c'était vraiment très intéressant, en tout cas, de vous avoir aussi eu au début avec le modèle plus théorique et à la fin avec vraiment quelque chose de très pratique. Et on voit bien justement le sens de votre rôle clinico, recherche Et et voilà. pratique à la fois. Merci beaucoup. C'est Voilà. un plaisir. Merci aussi à tous les participantes et participants. Et puis, pour la suite, il y aura probablement un nouveau cycle de webinaire qui sera lancé, mais vous aurez plus d'informations à partir de l'automne. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce webinaire et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir.